6 septembre 1976. Extrait d'une petite carte de Sujata. Ô mon Doum, que mer se rende visible sur la terre de vérité. 7-8 septembre 1976. L'énorme vautour avec des yeux dorés, comme ceux de l'assassin des canyons. Il se pose devant moi et me regarde. J'étais assis sur un rocher, le vautour était plus bas, mais tout de même son cou, son bec et ses yeux arrivaient à ma hauteur. Dans un coin, il y avait Nava. Donc, on me montre qui est derrière les assassins. 9 septembre 1976. Exit Mao. 10 septembre 1976. Lettre à André Brincourt. Cher André, je ne sais quelle inspiration me pousse à vous écrire. La situation est dangereuse. Je ne sais pas ce qui peut arriver ces prochains jours et si je n'étais plus, il faut qu'il y ait un homme qui sache. Il faut que quelqu'un sur la terre comprenne le grand enjeu. On a failli m'assassiner il y a quelques jours, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, mais de la terre. Les mots semblent grands, mais quelquefois, le grand fardeau, avec un F majuscule, tient à quelques cœurs purs. C'est tout ce que j'ai, André, dans cette obscure bataille contre des forces trop grandes pour moi depuis le départ de mer. Maintenant, ça devient très serré. J'ai essayé de vous dire quelque chose il y a un certain nombre de mois. Depuis, les choses se sont accélérées et accusées. Il ne s'agit pas d'entreprendre quelque campagne, entre guillemets, dans la presse, non, en tout cas pas maintenant. Mais si les choses devenaient trop difficiles, je serais soulagé que quelqu'un au moins sache et puisse s'élever contre la vaste escroquerie qui cherche à s'imposer par tous les moyens. Vous le savez, Mère a laissé 2 choses. Auroville, qui est son laboratoire de l'avenir, le lieu où, si Dieu veut, quelque espèce nouvelle tente de s'élaborer au milieu et à cause de ses difficultés et contradictions internes, et puis ce qu'elle appelait son agenda, le processus de fabrication de cette espèce nouvelle, si je puis dire. Quelques 6000 pages de ses conversations personnelles avec moi pendant 17 ans, où elle m'expliquait pas à pas les expériences, les difficultés, les obstacles et finalement la formidable négation qui l'entourait, qui lentement s'est refermée sur elle, l'a poussée dans la tombe, comme Sri Aurobindo. Mais ce n'est pas un échec. C'est un formidable mystère, avec un grand M, qui est en train de se dénouer ou de s'élaborer au milieu d'un conflit féroce de forces obscures, celles-là même qui l'ont poussé dans la tombe et qui voudraient bien faire triompher jusqu'au bout leur obscur dessein. N'est-ce pas, les secrets sont là, dans ces 6000 pages, et la tentative de réalisation est là, dans ce fragile laboratoire. Verront-ils le jour, ou seront-ils, non pas anéantis, mais, ce qui est plus grave, dénaturés, tronqués, expurgés de leurs éléments de vérité et ressortis sous quelle forme nietzschéenne et mensongère? À Auroville, la Sri Aurobindo Society, qui s'est déclaré le propriétaire d'Auroville, a tenté d'expulser un à un tous les éléments sincères en leur faisant retirer leur visa de séjour. Ils ont voulu faire le chantage au passeport aux autres. Ils ont fait le chantage de l'argent en bloquant les fonds et arrêtant le ravitaillement des cantines. Ils ont dressé les villageois, ou un certain nombre d'entre eux, contre les Aurovilliens, tenté de provoquer des émeutes dont le résultat sûr aurait été de faire condamner les Aurovilliens par le gouvernement de l'Inde. Ils ont soudoyé la police, essayé de faire mettre en prison une demi-douzaine d'Aurovilliens. Ils ont soudoyé même l'hôpital de Koudalore où ils avaient fait entrer un blessé
entre guillemets, soi-disant, un villageois tamoul, que l'on devait garder 17 jours pour que le cas soit grave. Ils ont essayé de faire tuer des Auroviliens en plaçant de gros blocs de pierre en haut des chemins creux qui sillonnent Auroville et de les faire débouler sur les motocyclistes qui passaient. 3 d'entre eux ont échappé à l'accident. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont essayé. C'est un tel tissu de noirceur incroyable que l'on se croirait en quelque Moyen-Âge asiatique. Des forces acharnées veulent être le maître d'Auroville. Pourquoi si acharnées ? Pour ces quelques huttes au milieu des terres rouges crevassées de soleil ? La grâce a envoyé un homme à notre secours quand je désespérais. Cet homme, c'est Sir C.P.N. Singh, un ancien ambassadeur de l'Inde au Japon et au Népal, un vieil ami et confident de Pandit Nehru, l'homme de confiance d'Indira Gandhi. Il est arrivé à l'improviste dans le jardin pour visiter. Je l'ai vu, je lui ai pris les mains, je n'ai pas dit un mot, il a compris. Puis il m'a écrit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» C'est ainsi qu'a commencé la bataille de notre sauvetage. C'est un homme dévoué à Sri Aurobindo et à Mère, il a compris. Alors, ces mêmes forces obscures se sont jetées sur lui. Ces gens de la Sri Aurobindo Society ont fait écrire à Indira Gandhi par les diverses ambassades étrangères à Delhi, y compris l'ambassade de France, pour critiquer l'ingérence de Sir C.P.N. Singh dans les affaires privées d'Auroville. Ils ont fait intervenir le vice-président de l'Inde, un très gentil et brave homme, mais qui n'y comprend rien. Ils ont fait jouer le gouverneur de Pondichéry, le gouverneur de la State Bank. Alors on a commencé à découvrir le formidable réseau organisé. Ils ont des gens partout. Parmi les secrétaires du gouvernement, parmi la police, les téléphones sont écoutés. On ne peut pas prendre un billet d'avion sans qu'il soit immédiatement informé. Les lettres sont surveillées. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. J'ai découvert tout cela pas à pas, jour après jour. Tout cela pour quelques huttes ? Qu'est-ce que ce Sri Aurobindo Society ? Qui est là ? De l'argent ? Beaucoup d'argent. Des millions et des millions d'argent noir. Tout ce qui veut échapper au fisc de l'Inde. Ils ont des gens partout. Il n'y a pas de limite à la corruption. Le grand business sans scrupules. Comment sont-ils venus là ? Mère les tenait en main. Ils avaient pour seul rôle d'aider à apporter de l'argent aux besoins de l'ashram et d'Auroville. Et Mère triait. Elle savait ce qu'il fallait accepter ou refuser et elle avait la sagesse de ne laisser entrer que ce qui était strictement nécessaire, avec toute sa comptabilité ouverte au gouvernement de l'Inde, sans possibilité de trucage. Elle était d'ailleurs constamment en difficulté financière. C'était un miracle journalier. Mais maintenant, ces gens sont donc devenus les propriétaires, entre guillemets, d'Auroville. Et comme l'ashram est toujours en perpétuelle difficulté financière, ils sont devenus les silencieux bienfaiteurs, entre guillemets, dont on ne dit rien et ne sait rien, parce que tout cela se passe à des profondeurs obscures et sordides que nous autres ne comprenons pas très bien. Et encore une fois, pourquoi tout cela ? Pour un ashram à demi ruiné et pour quelques terres crevées de soleil ? Le plan est vaste. Il est bien organisé. Il a derrière lui des milliers d'années d'histoire. C'est l'éternelle tragédie de la nouvelle révélation, du nouveau pas de l'évolution, du nouveau tournant de la Terre, qui chaque fois est englouti sous des religions nouvelles et des philosophies spécieuses. Mais cette fois-ci, était et est sérieuse. C'était et c'est vraiment un nouveau pas de l'évolution, un formidable tournant que, j'espère, vous comprendrez bientôt par mes livres. Alors la cible s'est resserrée, justement, sur ces livres, sur cet agenda, sur moi personnellement, sur ce qui pourrait mettre en péril leurs mensonges. Je suis le témoin dangereux. En janvier de cette année, j'ai connu un grave danger. Ça a l'air ridicule de parler de tout ça, mais j'ai eu l'habitude de la Gestapo et des camps de concentration, alors je peux voir tout cela d'un œil calme et philosophique. On a donc voulu me faire donner l'agenda pour publication à l'ashram. Le chantage subtil
avec le danger réel des petites escouades de gymnastes de l'ashram qui s'apprêtaient à venir sauver l'œuvre de Mère des mains du diable. Pendant 2 jours, la mort a été sur moi. Je l'ai vu venir, je l'ai vu partir. C'est la présence de Sir C.P. Singh à Delhi qui a arrêté l'attaque. S'ils étaient venus prendre possession de ces papiers, il ne me restait plus qu'à me brûler à la porte de l'ashram. J'étais prêt. Je n'ai pas peur de la mort. Mais cette œuvre, il fallait la faire parvenir au monde. Il fallait que je sois vivant. Une deuxième fois, en avril, nous avons essayé de prendre les devants cette fois. Sir C.P. Singh est venu à l'ashram. Nous avons proposé aux autorités de faire publier l'agenda à l'ashram, mais dans certaines conditions de sauvegarde matérielle des documents, c'est-à-dire avec l'assurance que les textes seraient publiés tels que je les donnerais, sans coupure et sans censure, sous ma seule autorité. Ils ont refusé. Alors la partie a commencé à devenir très serrée. Les attaques personnelles sur C.P. Singh se sont multipliées, sordides, occultes, calomnieuses. Il a plus de 75 ans et un cœur fragile déjà plusieurs fois rescapé. Les attaques sur Auroville se sont déclenchées en succession rapide, alors il était évident qu'il fallait à tout prix publier mes livres, les 3 volumes que j'ai écrits l'année dernière, avant qu'il m'arrive un accident. C'était une course pour trouver un imprimeur dans l'Inde. En mai, enfin, nous avons trouvé quelqu'un à Madras. Depuis 4 mois, c'est une nouvelle sorte de course contre le temps, avec des difficultés techniques quasi insurmontables que nous avons démêlées une à une. Il fallait mettre tous les accents à la main, ils n'ont que des caractères anglais, des millions d'accents sur 3 volumes. Il fallait composer en 12 points à la machine, puis réduire photographiquement en 11 points, puis faire des plaques, imprimer, trouver le papier, impossible. Que nous avons juste eu la chance de trouver il y a 15 jours grâce à M. Tata. Tout cela à des prix exorbitants. Bref, le premier volume sortira peut-être demain. J'ai failli me faire assassiner il y a 8 jours dans les canyons où je vais marcher un peu tous les jours. Un miracle. Ces 3 hommes étaient là. J'étais au bord du ravin. L'un m'a pris le bras droit, enlevé ma montre. L'autre m'a pris par le col. Et le 3e, il avait de grands yeux dorés dans un visage bestial, comme un boucher, peut-être un musulman. C'était le tueur. Il a levé le bras pour me pousser. J'ai levé les yeux sur lui. Son bras est retombé. Les autres ont lâché. Je suis parti tranquillement, pas à pas. En cette seconde-là, tout s'est arrêté. Il n'y avait pas une vibration en moi. J'étais comme en dehors de tout cela, à regarder. J'étais comme de l'autre côté déjà. Oui, je n'étais plus de leur côté, ils ne pouvaient pas me toucher. On a mis de la police la nuit pour surveiller mon jardin isolé, mais l'ombre est là. On ne sait pas d'où ça peut jaillir, ni à quel tournant inattendu. Le 2e volume sera peut-être prêt d'ici 3 semaines, et le 3e suivra vite. Déjà des gens de l'ashram sont venus enquêter discrètement, entre guillemets, auprès de l'imprimeur de Madras, et puis Sir C.P. Singh, ma seule défense, est attaquée par une hernie étranglée qu'il faut opérer ces jours-ci, son cœur est faible. Je vais prendre l'avion de Delhi demain ou après-demain pour l'assister. Tout est en suspens. J'ai donné des instructions pour qu'on vous envoie le 1er volume en même temps qu'à Robert Laffont, et j'ai dit que rien ne doit sortir ici, à Pondichéry, tant que les 3 volumes ne seront pas prêts, parce que ce sera l'assaut. Je vais avoir tout l'ashram contre moi. Faut-il dire qu'il y a l'ashram vrai, les petites lumières pures sous la croûte mensongère qui domine, mais ils ne peuvent rien. Que Mère nous garde. Qu'elle garde ses livres. Voilà, c'est une passerelle dangereuse à traverser. Pensez à nous. Ces livres, c'est une révolution. C'est la révolution du nouveau monde. Cela dépasse tous les ashrams, tous les Auroville, tous les petits jeux. C'est un nouveau pas pour la terre.
et que j'y sois ou n'y sois pas n'a pas d'importance, mais que l'œuvre soit pure, pure, et que la terre accueille la grâce. Avec affection, cette prime. 11 septembre 1976. Elle apporte le premier volume de la trilogie imprimée. 20 septembre 1976. Billet de Sujata. J'ai une affreuse envie de dormir pendant 50 ans. Love, douce. 22 septembre 1976. Démission de mes secrétaires, Ashramites. 29 septembre 1976. Premier volume, Mère ou le matérialisme divin, remis à Lafon par Carmen. 30 septembre 1976. On cache 486 exemplaires dans la nuit. Vision. Au loin, les envahisseurs. Une colonne de fumée noire avec une odeur. 7 octobre 1976. Brûler tous mes vieux cahiers depuis la sortie des camps. Égypte, Afghanistan, Guyane, Brésil, Afrique, Inde. 14 cahiers. Acheter 2 valises. Pour quel autre monde? Qu'est-ce qu'il y a à emporter? Au bout, il y a seulement le feu. 8 octobre 1976. À André et Jeanne Brincourt. André, Jeanne, votre petit mot m'émeut, votre affection, votre compréhension. On a tellement besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à l'écoute, que la terre répond. Admiration, non. C'est si poignant. Ce qui a essayé de se dire par cette plume, ce n'est pas moi, c'est vraiment un cœur, un représentant de la terre qui était près d'elle à écouter, essayer de déchiffrer ces balbutiements du prochain monde. J'ai écrit ces 3 volumes comme un somnambule. C'était presque une torture pendant 10 mois, jour et nuit. Je ne savais pas ce que j'écrivais, comme si j'avais la tête dans un sac à charbon et mes mains écrivaient, tandis que tout mon corps était comme un feu immobile. J'ai lu après. Et puis on ne sait pas très bien ce que ça signifie pour d'autres. Et pourtant c'était toute la terre qui battait dans cette découverte de son lendemain, qui ne savait même pas très bien nommer ses objets. Je n'ai pas fini. Vous n'avez pas encore commencé. La forêt, la grande forêt de mer, l'extraordinaire nouveau qui est presque comme un cataclysme de toute notre habitude de comprendre, voir, sentir. C'était ça, ma folle angoisse devant ce néant, sans nom, qu'il fallait nommer, faire exister par un verbe. Oh, comme j'attends de savoir si cette plume aura bien accompli sa tâche. C'est si formidablement nouveau, vous verrez. Dans le 3e volume, j'étais comme un demi-mort. Ai-je réussi? Je ne sais pas. C'est la terre. C'est la terre, André, Jeanne, qui doit entendre son propre prodige, qui doit accepter l'autre manière d'être, comprendre, seulement comprendre un peu. Enfin, vous verrez. D'ici 8 jours, le 2e volume sortira. Je ne l'envoie qu'à vous et à Robert Laffont. Puis le 3e avant ou vers la fin d'octobre. Peut-être faudrait-il que tout cela paraisse simultanément, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de succès, je n'ai pas besoin de moi, j'ai besoin que la terre comprenne. J'espère que Laffont comprendra, qu'il aimera. Il faut aimer absolument pour jeter ce livre sur la terre. Il faut y verser tout son cœur.
J'ai tant d'ennemis ici, je ne sais pas si la communication avec Lafond ne sera pas obscurcie par des voix malines. C'est une bataille, on continue jour après jour. Puis je suis usé, c'est vrai. Mon cœur est rafraîchi par votre affection. Je me bats tout seul. Non, il y avait Sipien Singh qui m'a sauvé la vie depuis 3 ans. On arrive au bout. J'aimerais vous revoir, connaître Jeanne, avec affection, profondément, Satprem. 20 octobre 1976. 2e volume de la trilogie, Mère ou l'espèce nouvelle, remis à Lafond par Carmen. 24 octobre 1976. Depuis 15 jours, vision de tortures et de morts. Lettre à Carole Weisweiler. Chère Carole, votre affection me touche. Je sens une sorte de tendresse pour vous au fond de mon être. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. On dirait que vous êtes très proche. Moi, je me sens de plus en plus loin de tout et tous. Mais il y a cette région de tendresse qui vibre derrière et qui fait encore comme un pont avec le reste du monde, sinon. Au fond des camps de concentration, je sentais aussi cette tendresse. C'est tout ce qui subsiste au bout de tous les chemins. C'est là que je rencontre Carole. Elle a ça. Non, je n'ai pas besoin d'admiration, ni même d'amis. J'ai besoin de ceux qui sont en contact avec ça. Là, c'est simple. C'est sans explication, ça coule comme l'éternité. Et puis on se reconnaît très bien, n'est-ce pas, tout le reste. Le contact avec vous, c'est ce petit sourire pur, voilà. Même si nous ne nous rencontrons plus dans cette vie, nous nous rencontrerons encore là. Et puis ça fera encore cet inexplicable sourire, comme si tout était dit, comme ce jour dans mon petit jardin tranquille. Là, on respire très bien. C'est comme toujours, c'est transparent comme l'air, ça vibre, vibre longtemps, c'est au bout de tout. Et puis voilà. Mais vous attendez de moi des choses plus pratiques, quoique ce qu'on appelle le pratique, c'est tout ce qu'il y a de plus impratique et compliqué. Un film sur mer ? Oui, peut-être. Il y a un formidable film à faire, surtout si l'on comprend la fin, entre guillemets, de mer, ce que j'ai essayé d'écrire. Les débuts, entre guillemets, de mer, c'est facile, c'est cinématographique et aventureux et pittoresque à souhait, mais la grande tragédie, ou plutôt le grand mystère de la fin, entre guillemets, ou du commencement d'autre chose, c'est plus vaste qu'Orphée et Eurydice. C'est peut-être l'Eurydice du Nouveau Monde. La victoire sur la mort. Il faut une grande vision pour créer ce film-là. Vous lirez bientôt et vous comprendrez. Enfin, les choses se dévoileront peu à peu et vous trouverez exactement les moyens de la réalisation, c'est certain. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est un film, les États-Unis aussi me semblent le meilleur milieu, entre guillemets. Il me semble que c'est là le point de départ. Ça rayonnera ensuite, comme un séisme avec son épicentre. Je sens très bien Carole à cet épicentre, et Robert Laffont à l'autre bout pour l'Europe. D'ici peu de temps, vous aurez les livres entre les mains, mais je préfère ne rien en dire car ma vie est, disons, incertaine. Évidemment, quand on fait une révolution, il ne faut pas s'attendre à être compris de tout le monde. Il faut même s'attendre à ce que l'on dérange beaucoup les lois et les forces existantes, autrement ce ne serait pas une révolution. Quelques-uns comprennent, pas beaucoup. C'était un peu comme en juin 40. Il y avait ceux qui sentaient cette petite vibration nouvelle, cet espoir, et puis la plupart qui n'y comprenaient rien, qui comprenaient seulement leurs privilèges et leurs commodités, la surface raisonnable et patriotique, entre guillemets, du maréchal Pétain. C'était presque glorieux, n'est-ce pas, toutes ces étoiles. Et puis cette voix solitaire, qui appelait à l'aventure. C'était un aventurier, ce De Gaulle. On a même dit que c'était un traître. Eh bien, c'est un peu comme cela.
On s'enroule patriotiquement dans ce drapeau de mer, mais dessous, c'est la vieille espèce égoïste qui défend ses droits et privilèges. C'est cela la bataille d'Auroville, entre des légataires, entre guillemets, qui veulent régner et affirmer leurs droits, l'ashram ou la society, et une bande un peu hétéroclite, qui a je ne sais quoi dans le cœur, mais ça vibre, c'est tout ouvert, ça veut vraiment le nouveau monde. Le nouveau monde, ce n'est pas une nouvelle église, c'est même très peu orthodoxe et assez déguenillé. Un jour, André Brincourt du Figaro m'a posé la question suivante. Qu'est-ce qu'un ashram sans gourou, c'est-à-dire sans maire? La réponse était simple et immédiate, c'est une église. Alors, de quel côté se trouve celui qui partait en guenilles pour les forêts de Guyane avec l'orpailleur et qui partait en vêtements d'infamie, rasé et numéroté, pour Buchenwald, ou qui partait, rasé aussi en guenilles orange, sur les routes du Sanyashin? Il est du côté d'autre chose, c'est simple. Il veut un autre monde, une terre vraie, pas le triomphe d'un petit ashram ou d'une petite society quelconque. Mère et Sri Aurobindo l'ont assez proclamé, fini les églises. Évidemment, ça dérange beaucoup de gens. Et ça n'est pas commode d'être avec les hérétiques. Mais à quoi sert Satprem s'il n'est pas du côté de la difficulté? On m'a mis, une fois de plus, sur un bûcher. Mais c'est plus grave que cela, parce que ce ne sont pas deux concepts, entre guillemets, qui s'affrontent, mais deux forces, comme s'affrontaient les forces nocturnes qui s'apprêtaient à dominer l'Europe et le monde, si elles avaient pu, à travers ce médiocre peintre en bâtiment, et les forces de l'avenir, le oui et le non, toujours, ce qui colle à la nuit et au pouvoir, et ce qui adhère à l'inexplicable, le sans raison, et qui est comme l'espoir du monde. Ceux qui veulent faire un trou définitif dans cette carapace de mensonges, Mère et Sri Aurobindo, se sont battus toute leur vie contre ce non du monde. Ils étaient entourés de ce non. C'est là-dessus qu'ils travaillaient. C'était leurs disciples, entre guillemets. Ce n'est pas sur des petits saints qu'on fait le travail, mais sur ceux qui résistent de toutes ces forces au changement. Apparemment, ce non-là les a poussés, l'un et l'autre, dans la tombe. C'est le mystère de Mère et de Sri Aurobindo, celui que j'ai tenté de dire. Ont-ils réussi? Ont-ils échoué? C'est exactement la révolution en cours. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, c'est tout. Ou plutôt, il y a ceux qui sentent avec leur cœur et les autres. On est de ce côté-ci ou là, selon quelque imprescriptible battement de cœur, comme si on était né avec, comme ce jour-là, où on se retrouvait avec de vieux maréchaux ou avec les résistants. Nous résistons, voilà. Reste Satprem, qui a dû faire imprimer secrètement ses livres à Madras au milieu d'une bataille dont on ne peut pas vous donner tous les détails. Mais bientôt, ces livres verront le jour et l'œuvre de Mère sera établie. Est-ce que Satprem échappera à la meute des bien-pensants, entre guillemets? Ils n'y comprennent rien, ils s'entourent dans le drapeau de Mère comme d'autres s'enroulaient dans les étoiles du maréchal Pétain. Ma vie ne m'appartient pas. Il fallait que je tienne le coup jusqu'à la publication des livres, c'est tout. Voilà, en gros, la situation. Je me retrouve maintenant comme en Guyane, comme à Buchenwald, comme dans le Sanyashin, et précaire, avec ce seul feu dans le cœur et cette grande tendresse derrière qui regarde les petites et les grandes histoires des hommes en un point où la mort n'a plus de sens. Voilà. Alors, que votre tendresse reste avec moi. C'est cela qui fait du bien au cœur et qu'on avance pas à pas dans la nuit vers ce demain du monde où nous rirons de tous ces vieux fantômes. Et la vraie terre sera. Avec tendresse, Satprem. « 27 octobre 1976. Un jour, ils viendront me tuer.
Tout est tellement douloureux qu'il ne me reste qu'à me mettre ma tête sur tes genoux. 30 octobre 1976. Luc apporte le 3e volume, Mère ou la mutation de la mort. Les Auroviliens m'apportent leur nourriture. Je ne suis plus qu'un corps pénible,